Et sans attendre, nous passons donc la parole à Franck Chéniaud, donc de la Caisse des dépôts, Banque des territoires, pour nous parler des petites villes de demain. Et maintenant, on ne sera plus dérangé. Merci beaucoup pour votre invitation et pour votre invitation à parler de l'avenir des petites villes, puisque nous, on l'espère radieux, l'avenir des petites villes, et on essaye d'y travailler quotidiennement en leur apportant les moyens de construire cet avenir auprès de leur propre projet. Et donc, c'est à travers le programme Petites Villes de demain, donc, qui est déployé par l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, que l'on adresse ces petites villes. Alors, petites villes qui, pour nous, je dirais, sont un peu prises sous une acceptation beaucoup plus sensible, programmatique, voire politique que scientifique. Hein. On est sur 1646 communes qui ont été sélectionnées au niveau local par les préfets, donc les préfets étant des délégués territoriaux de l'ANCT, et donc sur des critères qui sont des critères de centralité. On est quand même sur ces villes qui ont vocation à rayonner sur un bassin de vie, à lui apporter services et équipements, et combinés avec des critères de fragilité. Alors fragilité étant une notion un peu large, mais en tout cas on voit que c'est des villes justement qui sont confrontées à des problématiques, pour faire vite, de dévitalisation, donc de vacances commerciales dans le centre-ville, de vacances du logement, de dégradation d'un certain nombre d'aménagements publics, voilà, et finalement avec un cadre de vie qui est plutôt en perte de qualité. Et donc c'est le critère qui a permis au préfet de retenir ces 1646 petites villes de demain. Alors le programme qu'il leur est proposé à ces villes, eh bien, c'est d'avoir tout un renforcement de moyens pour leur permettre, finalement, en quelque sorte, ça fonctionne plutôt comme une remise à niveau. C'est-à-dire on partage le constat que les petites villes ont moins d'ingénierie que les plus grandes, ont plus de mal à construire des projets, et que cette difficulté à construire des projets les handicape quand il s'agit d'aller chercher des financements. Donc le pari de Petites Villes de demain, c'est pas de mettre massivement des financements nouveaux sur la table, mais c'est d'apporter aux collectivités les moyens de construire leurs projets pour qu'elles retrouvent accès aux financements existants dans les canaux habituels de l'État, de la DSIL, de la DETR, etc. Et puis, donc on a l'idée de les accompagner vers la mise en place d'un nouvel outil donc, qui est issu de la loi Elan, qui est l'ORT, l'opération de revitalisation territoriale, qui leur permet de cibler toute une série d'opérations urbaines dans des secteurs prioritaires et d'accéder aussi à des avantages fiscaux sur certains secteurs qui sont définis, comme par exemple la défiscalisation de Normandie dans l'ancien, à l'intérieur des secteurs ORT. Et ça, elles ont 18 mois, donc il y a une volonté aussi de mettre en dynamique le programme. Elles ont 18 mois après leur entrée dans le programme symbolisé par la signature de la convention d'adhésion. Le petit graphique que vous voyez en haut, c'est le rythme auquel se sont signées les conventions d'adhésion. Donc vous voyez ce programme lancé fin 2020, tout le premier semestre 2021, et ben c'est un peu l'élaboration de ces conventions d'adhésion, et puis ça signe dans la deuxième moitié de 2021, et début 2022, on se retrouve avec quasiment toutes les communes qui sont embarquées dans une convention d'adhésion, et à partir de là, donc 18 mois, pour aller jusqu'au projet d'ORT, et ensuite le reste du programme 2020-2026 pour réaliser ces projets. Alors bien entendu, ça c'est un peu l'approche linéaire, il y a des projets qui sont matures, il y a des projets qui peuvent démarrer avant, et donc il n'est pas interdit de lancer des projets plus rapidement que ça. D'ailleurs, il y a déjà un peu plus de 150 petites villes de demain qui sont déjà signataires d'une opération de revitalisation territoriale, qui ont déjà leur ORT. Une des grandes promesses de ce programme, c'est de permettre à ces petites villes de se doter d'un chef de projet. Parce qu'on l'a dit, hein, l'ingénierie, c'est la clé pour pouvoir monter ces projets, et donc encore faut-il la faire venir sur ces territoires et l'internaliser au moins en partie. Donc c'est la possibilité de recruter un chef de projet qui est financé à 75% dans le cadre du programme, donc par différents partenaires qui sont l'ANCT elle-même, l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et la Banque des territoires.
Donc ces chefs de projet aujourd'hui, il y en a 623 qui sont recrutés. Ils seront à peu près 8 à 900 là aussi vous avez la courbe de croissance qui vous montre le décollage progressif, notamment sur le... Alors un petit peu décalé par rapport aux conventions d'adhésion, c'est bien normal, il fallait signer la convention pour avoir le chef de projet. Mais donc on est vraiment sur une phase de montée en charge et un programme qui est déployé au début 2022. Alors je reviens sur quelques-uns. Oui, alors bon, j'ai mis la slide, elle vous sera diffusée, donc vous pourrez voir en détail. Mais quand on a ils ont quel profil fort? Voilà. C'est ça qui est important. Eh bien, là on pouvait craindre d'abord qu'on ait du mal à recruter, parce que c'est ce qu'on nous disait en amont du programme. Voilà, 600 vous avez vu, 622 qui sont en poste. Donc, et quelle formation? Et alors pour beaucoup, ils ont plus de 5 ans d'expérience. Oui. Il y en a même une part non négligeable qui ont plus de 20 ans d'expérience. Donc on n'est pas du tout on n'est pas massivement sur des débutants. On est sur des gens qui ont un peu d'expérience. Oui, c'est vrai, mais on pouvait avoir cette crainte, en tout cas au lancement du programme. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a des postes, je vous fais court, mais finalement plutôt attractifs. On a même vu voilà, Ils ont quelle formation Alors on a là urbanisme pour la plupart, urbanisme aménagement, quelques architectes, géographes, sociologues. C'est intéressant de voir qu'il y a une diversité de profils. Tout à fait, une diversité de profils. Ça montre une curiosité aussi. Voilà, ça montre aussi que ce sont en fait des postes, je dirais, de généralistes, enfin un peu d'homme orchestre, c'est pas forcément des experts des travaux publics ou de l'immobilier ou du logement, même s'il y a quelques architectes, mais on est bien sur des gens qui sont sur des fonctions transversales de pilotage de projet et qui vont articuler des partenariats et des possibilités d'action, de construction de ces actions menées par les pouvoirs publics. Alors, quelques enjeux forts. Le premier enjeu fort, c'est organiser le mode projet, c'est-à-dire qu'il faut que ces territoires se familiarisent avec le mode projet, puisque finalement, on est souvent dans des territoires où on a plutôt une culture, je dirais, de l'opération. On fait une opération, il y a un problème, on fait une opération, on change un coup tel équipement, un coup telle rue, etc. On a des demandes sur tel besoin, on essaie d'y répondre. Donc, on est dans des logiques d'opération. Et là, ce qu'on demande, c'est de se projeter tout de suite dans une logique de projet global, c'est-à-dire d'articuler entre elles toute une série d'opérations, parce que l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que justement la revitalisation, eh bien, c'est bien par des effets de synergie qu'elle s'obtient. C'est quand on arrive à combiner à la fois des questions d'accueil sur le logement, des questions de mobilité, des questions de mise en valeur du patrimoine, des questions de services, des questions de commerce. C'est bien la synergie entre ces différentes thématiques qui produit de la revitalisation. Toutes prises individuellement sont nécessaires, mais toujours insuffisantes. Quand on fait un coup d'opération sur les vitrines commerciales et les façades, ça fait du bien, mais ça retombe assez vite. Et donc c'est bien le travail de fond. Donc c'est l'idée, voilà, arriver en mode projet. Donc il faut poser une gouvernance, une comité de pilotage. Il faut voilà, aller regarder aussi quelles sont les forces et les faiblesses du territoire. Donc tout un travail un peu d'introspection, de connaissance interne, de diagnostic du territoire. Il faut aussi aller chercher des solutions nouvelles. Donc ça, c'est plutôt, ça s'inspire à l'extérieur. Et puis, il faut construire du plan d'action opérationnel. Donc à un moment, il faut se donner la feuille de route sur laquelle on veut travailler sur son territoire. Donc tout ça, c'est vraiment la mise en place du mode projet. Et puis ensuite, on a des problématiques globales un peu plus sectorielles. La première est sans doute comment on adapte le logement de centre ancien, comment on l'adapte à la demande d'aujourd'hui. Alors, la demande d'aujourd'hui, elle bouge beaucoup, mais dans ces territoires-là, c'est sans doute fortement une demande adressée par les populations vieillissantes, les personnes âgées qui cherchent plutôt à se rapprocher des centralités à certains moments de leur vie, qui préfèrent peut-être laisser, je dirais, le pavillon isolé en campagne pour revenir plus près des services, pour revenir chercher une vie un peu plus dans l'accessibilité à pied. Enfin, voilà. Donc ce type de demande, comment on adapte ce logement à ce type de population. Et puis je dirais presque à l'autre extrême, c'est les jeunes ménages, les jeunes qui décohabitent, les jeunes qui se mettent en ménage, voilà, et qui ont besoin de trouver plutôt du petit logement locatif. Ils ne vont pas tout de suite acheter le pavillon avec 2000 m² de terrain, ou 1000 mètres, alors oui.
quand on a 1000 mètres dans ces endroits, on se ressent un peu les uns sur les autres. Vous avez cette réflexion. Hein. Voilà. Parce que bon, tout est relatif. Mais en tout cas, bref, ils ne sont pas nécessairement d'entrée de jeu sur ce modèle-là, donc ils sont plutôt une cible possible pour ces logements sans transit. Mais la réflexion à travers ça, c'est de dire, même dans des marchés détendus, même s'ils se retendent un petit peu de la manière qu'on a vu, il y a des segments qui peuvent être plus demandeurs, plus tendus, et c'est sans doute sur cela qu'il faut arriver à se positionner, c'est-à-dire réfléchir à la centralité dans finalement le parcours résidentiel des ménages sur un territoire. Et c'est par ce positionnement fin qu'ils peuvent trouver des leviers pour lutter contre la vacance, du logement, dont on a vu qu'en fait elle ne se résorbe pas toute seule, même dans des territoires attractifs, en tout cas attractifs du point de vue des transactions. Donc ça veut dire qu'il faut aller plus loin, il faut vraiment bien cibler, il faut vraiment travailler sur l'adaptation. Le tissu commercial, ben, je passe rapidement parce que c'est devenu assez évident pour tout le monde. Hein. On a de la vacance dans ces milieux-là. On sait qu'il y a des mutations du commerce en cours et que par conséquent, on ne retrouvera pas le commerce des années 50, voilà, les petits commerçants de centre-ville. Il y a des linéaires, des grands linéaires commerçants en ville qui sont devenus un peu fragmentés et que peut-être on gagnera à reconcentrer, mais ça veut dire qu'on ne retrouvera pas le même nombre de mètres linéaires de façades commerciales. Donc il y a toute une réflexion à embarquer sur où est-ce qu'on recentre et on réintensifie le commerce dans la ville, ça veut dire pas partout. Et là où il y aura plus de vocation commerciale je dirais à long terme, il y a toute une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on fait des pieds d'immeubles, voilà, transformation de pieds d'immeubles, quelles sont les activités. Comment les à Paris, d'ailleurs. Oui, alors avec des mouvements d'aller venir. Il y a aussi c'est peut-être pas aussi spécifique aux petites villes, il y a aussi ce type de réflexion dans la grande ville, mais pas pour les mêmes raisons d'ailleurs. Plutôt sur des problématiques de tension de marché pour le coup et de maintenir des loyers bas. Là, on est plutôt sur comment remplir les cellules quand même. Et puis aussi tout ce qui se passe autour du numérique, puisque maintenant c'est un mouvement d'ensemble dans le commerce, et donc même les petits commerces doivent se positionner par rapport aux solutions numériques. Alors ça ne veut pas dire qu'on va créer des mini Amazon locaux partout, sans doute pas, mais qu'il faut voilà, avoir des solutions peut-être de présentation de ce produit à distance, de fidélisation des clients autour d'outils numériques, etc. Et puis, globalement, la problématique, alors j'entendais bien la question entre l'habitant et le commerce, qui est l'œuf, qui est la poule. Moi, j'ai envie de vous donner une réponse quand même, parce que je pense qu'il y a une réponse. C'est ni l'un ni l'autre, c'est le flux qui compte. Voilà, donc le commerce se met là où il y a des flux. Le flux, c'est quoi? C'est de la fréquentation. Et donc, si on veut maintenir aussi une vocation commerciale dans ces centres, il faut vraiment se poser la question de la fréquentation. Qu'est-ce qui amène à aller au centre? Qu'est-ce qui amène à venir, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de s'y retrouver. Et donc, ça veut dire une réflexion, alors on revient au projet d'ensemble, hein, mais sur la mobilité, la circulation, l'intermodalité, comment on passe du train à la voiture électrique, à la qualité de l'offre des commerçants. La qualité de l'offre des commerçants, bien sûr. Alors ça, pour le coup, c'est dans le travail avec les commerçants eux-mêmes. Voilà, la qualité de l'espace public. Ça se dit très vite. Oui. Ça s'aborde pas facilement, mais quand ça se met en dialogue, ça se dit. Mais quand ça se dit, c'est fou. Ouais. Tout le monde sait qu'il faut aller acheter son gâteau à tel endroit. Et tout le monde y va. Ou presque. Ça se fait. C'est vrai, ça se fait. C'est la rumeur. Le bouche à oreille fonctionne un peu très bien, mais le numérique peut aider un peu le bouche à oreille aussi. Oui, bien sûr. Donc il y a tous les aspects qui sont autour de la culture et du patrimoine et de la mise en valeur du patrimoine, de l'offre de loisirs en ville, de la valorisation des parcours touristiques dans ces villes. Et puis toute la question autour des friches, hein, puisque on a aussi des espaces parfois industriels, mais parfois administratifs et hospitaliers aussi. Les anciens hôtels-lieux, on en a quelques-uns dans ces petites villes. Et voilà, il y a toujours la question de comment justement ces espaces-là peuvent être mobilisés en priorité, y compris dans la perspective du zéro artificialisation nette, qui est encore une perspective lointaine, mais qui va quand même petit à petit monter dans les esprits et dans les consciences, et donc la recherche de moindre consommation d'espace. Madame le chef de projet. Voilà, donc c'est le chef de projet qui doit organiser toute cette réflexion avec les élus pour construire le projet. Banque des territoires, donc nous là c'était le programme national, je reviens simplement sur ce qu'on est. Nous on est voilà, on est en fait une marque qui regroupe l'ensemble
des offres de la Caisse des dépôts et de quelques-unes de ses filiales auprès des clientèles territoriales. Les clientèles territoriales étant voilà, les collectivités, les entreprises publiques, les organismes HLM, les professions juridiques et certaines entreprises, notamment dans l'économie sociale. Et donc, on retrouve donc dans cette banque des territoires les directions de l'établissement public et deux filiales privées qui sont la CET sur le conseil et CDP Habitat, qui est opérateur de la. Voilà, donc nous, le moyen d'intervention, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on est une banque, hein, donc on peut surtout financer des projets et les financer avec les moyens qui sont bancaires, c'est-à-dire du prêt ou de l'investissement. Le prêt, pour nous, ayant la particularité d'être des prêts à long terme, puisque vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, on prête sur les fonds d'épargne, hein, donc sur des prêts qui sont réglementés, sur des fonds qui sont réglementés, qui sont protégés, et donc qu'on engage à long terme sur des secteurs qui sont très très définis. Et puis on peut investir. Alors on a un prêt particulier qui a été mis en place pour les petites villes de demain, qui s'appelle le PRU-CVD, qui est le prêt de renouvellement urbain petites villes de demain, et donc qui permet voilà, à 40, 60 ans d'avoir des modèles économiques qui s'étalent sur de longues durées. Ensuite, on est investisseur dans des sociétés de projet, donc en recherchant toujours l'impact territorial à travers ces sociétés de projet. Et puis, on est aussi, donc on aide à l'émergence et à la consolidation des projets, et donc on apporte de l'ingénierie dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Et donc, c'est 200 millions d'euros qui sont fléchés sur le programme Petite Ville de demain, sur la durée 2020-2026, pour soutenir l'ingénierie dans les petites villes de demain. Je vais vous le dire rapidement donc, ce qu'on a prévu et ce qu'on commence à faire avec ces 200 millions en ingénierie, à moins qu'on soit bloqué. Ah, voilà. Donc voilà, plusieurs je dirais, manières d'apporter cette ingénierie dans les territoires. Le financement des chefs de projet Petite Ville de demain, donc je ne reviens pas dessus, on l'a explicité tout à l'heure. Le cofinancement d'études. Donc là, chaque fois que le chef de projet va avoir besoin finalement de se dire il faut que je creuse le diagnostic sur la mobilité, il faut que j'affine un peu ma connaissance du parcours résidentiel et du marché de logement sur mon territoire, tout ça génère immédiatement des besoins d'études, y compris définir d'ailleurs les actions, les opérations et les aménagements qui vont être faits. Donc tout ça, on peut le cofinancer à hauteur de 50%. Et on travaille en partenariat avec les régions et les départements pour mettre en place ces aides. Puisque, bon, on l'a vu, il y a quand même une multitude de petites villes à adresser et on n'a pas le réseau en direct pour adresser toute cette offre. Donc c'est en s'appuyant sur nos partenaires régionaux et départements qu'on la met en place. Et puis un autre volet, parce qu'on sait que le cofinancement n'est pas toujours quelque chose de facile, il faut un cahier des charges, il faut passer un marché, il faut déjà avoir une certaine maturité de décisions, et puis on a bien vu que les collectivités petites n'étaient pas celles qui avaient les moyens les plus importants. Donc on a une possibilité de prise en charge à 100% des études lorsque le cofinancement s'avère inadapté, et on le fait à travers ce qu'on appelle du marché avant de commande, et c'est pour dire qu'on peut déclencher des missions de consultants sur un certain nombre de thématiques pour accompagner les petites villes de demain. Ça c'est à mon avis très important. C'est quelque chose qui est très apprécié, qui ne doit pas être systématique, parce qu'il faut garder l'engagement aussi, voilà, et puis le soutien, enfin voilà, l'engagement politique des élus et le cofinancement qui ont la meilleure manière à un moment de marquer son engagement. Pardon, vous êtes allé un peu vite. Voilà. Donc ce qu'on finance avec l'ingénierie, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie stratégique, tout ce qui va concerner de définir les grands objectifs de la stratégie de revitalisation. L'ingénierie préopérationnelle, donc là c'est quand on va rentrer un petit peu plus finement sur comment on se crée des plans d'action, comment on se donne un schéma, comment on va mettre en place finalement sa feuille de route. Et puis l'ingénierie opérationnelle et le montage de projet, c'est là, sur chaque projet, il faut faire du calibrage, il faut faire de la faisabilité, il faut faire parfois des études un peu plus techniques, il faut faire du montage, est-ce que ce projet, on peut lui trouver un modèle économique, est-ce que des faits de long terme peuvent l'aider à être plus viable, voilà, donc c'est l'ingénierie opérationnelle qu'on va accompagner.
Donc ça, c'est l'ensemble de nos partenaires. Donc vous voyez, c'est tout de même voilà, un déploiement assez large, hein, 39 départements qui sont partenaires pour diffuser nos contributions financières, 4 régions, on en a mis une 5e depuis. Et alors là, je vous ai mis quelques exemples. Mais par exemple, voilà, on a accompagné Castillon-La Bataille dans sa réflexion autour de son spectacle, de mise en valeur de son histoire. On a accompagné voilà, une étude plus globale de revitalisation de son territoire à Beach, et Xertini, voilà, qu'on a accompagné également, sur l'aspect comment améliorer la signalétique locale, justement, pour faciliter l'accès au commerce. Un petit exemple concret. Sur le marché à bon de commande, on va retrouver tout ce qui est diagnostic et stratégie, les plans guides, tout ce qui est la mise en spatialisation de différentes actions. Bien entendu, un focus fort sur ce qui est relance du commerce qu'on a beaucoup mobilisé dans le cadre du plan du plan de relance, puisque là, il s'agit de se dire, au fond, quel est l'impact de la crise sur le tissu commercial et comment on peut anticiper aussi des mutations qui vont être accélérées. Tout ce qui est les questions foncières et immobilières, on voit bien que la question foncière devient de plus en plus prégnante, hein, avec la réduction du coût des surfaces artificialisées ou artificialisables. Et puis, voilà, des questions d'analyse bâtimentaire architecturale, parce que parfois, alors, souvent il y a des bâtiments patrimoniaux, donc il faut en estimer la valeur patrimoniale avant de savoir s'ils sont mutables ou pas. Et puis, parfois, on a aussi voilà, des logiques de transformation de bâtiments qu'il faut pouvoir expertiser. Voilà d'autres exemples d'interventions qui ont été faites sur ce marché à bon de commande. Et vous voyez, ça peut être... alors, pardon, le sujet m'échappe au même moment. Voilà, par exemple, tout ce qui est question de programmation économique, de programmation d'activité, de cellules commerciales dans les quartiers de Morne-à-l'Eau. Ça peut être tout type d'intervention qu'on a pris en charge sur du marché à bon de commande. Vous avez beaucoup de demandes de transformation de bâtiments, parce que quand on voit les petites villes, les villages, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'endroits qu'on voudrait rénover, leur redonner un sens. Tout à fait. Et souvent des lieux intéressants. Voilà. Pour différentes raisons, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est souvent par là que, je dirais, la réflexion s'accroche, en disant, voilà, on a cette espace. Oui, parce que tout le monde le sait dans la ville que là, c'est très visible. Hein, c'est visible et c'est dommage. Et voilà. Et donc souvent, ça cristallise un peu la réflexion. Et ça mobilise tout le monde. Il y a un côté presque de publicité, il y a un côté de l'aide. d'identité un peu qui se cristallise autour de ces lieux-là. Et souvent, du coup, ça nous permet un peu de tirer le fil pour dire finalement. Faire autre chose à côté, puis trouver une logique. Le réaffecter sans doute, mais du coup, pour qui, pourquoi, pour répondre à quels besoins, dans quelle perspective d'accueil, qui est-ce qu'on veut faire venir ici, quel type d'activité on veut y mettre. Et donc voilà, ça permet de réancrer ces projets-là dans un projet global de revitalisation. Voilà, donc comme je vous le dis, on est premier prêteur du logement social, donc sur les fonds d'épargne, mais on a aussi de gamme de prêts qui se complète, alors qui est toujours attaché à des objets en particulier, parce que nous on est toujours sur les prêts sous la réglementation de Bercy, puisque l'emploi des fonds d'épargne est réglementé. Mais on a une capacité vraiment à accompagner tous les projets d'aménagement qui se font sur le long terme, et en plus une capacité à combiner les différentes sources de financement quand les projets incluent différents aspects. Je vais vite, du coup. Peut-être l'avant-dernière slide quand même, j'y reviens une seconde, pour vous dire que voilà, on a une modalité d'intervention aussi par l'investissement. Donc chaque fois qu'un modèle économique est étudiable, et un modèle économique est étudiable à partir du moment où il y a des loyers. À partir du moment où il y a des loyers qui circulent, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut créer une société de projet qui porte l'immobilier et qui peut du coup permettre de aussi dégager, je dirais, la collectivité du portage financier de cette opération. Et on sait à quel point c'est vital dans les petites villes quand on connaît les difficultés financières qu'elles peuvent rencontrer. Donc voilà différents exemples de cette modalité d'intervention qui peut aussi nous permettre d'ailleurs de travailler sur la relocalisation d'activités économiques, voire industrielles.
C'est Voilà. important à l'heure actuelle. qui est effectivement un des éléments Un de plus en support. plus fondamentaux dans la politique. Merci beaucoup. Merci Très très bien.